Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Merci à Marc pour l'invitation. Merci au comité organisateur. Merci à la IPU. Alors, je viens vous parler des technologies. Je sais que ce n'est pas nécessairement le domaine de recherche de tout le monde. Je vais tenter de vous parler des tendances passées, actuelles et futures. Je vais tenter de brosser un bref portrait de qu'est-ce que c'est, de vous donner un aperçu des tendances que je pense qui sont importantes de connaître quand on s'intéresse à la pédagogie universitaire. J'ai préparé en 50 minutes environ, je vais faire une brève introduction. Je vais vous parler un peu des technologies qui sont particulièrement présentes en pédagogie universitaire, un tout petit peu des tendances passées, de 3 tendances qui ont particulièrement marqué l'enseignement, de tendances actuelles et futures. Je vais parler des MOOC parce qu'on en parle terriblement, je dirais, abondamment. Et je vais parler de quelques défis pour les formateurs universitaires. Madame Doré disait plutôt qu'elle est contente de voir de jeunes visages. Je vous dirais que des fois, à l'université, il y a de nouveaux défis qui étaient peu présents à l'enseignement universitaire, qui étaient plus présents au lycée avant et qu'on retrouve maintenant à l'université. Et donc, je vais essayer d'emballer le tout en moins de 50 minutes environ. Si vous souhaitez les diapositives, ça va défiler rapidement. J'ai terminé dans l'avion et hier soir et encore un petit peu ce matin. Donc, ce sera sur mon site où vous pouvez m'écrire, ça me fera plaisir. Donc, un bravo au comité organisateur. On parle de 340 communications quand même ici. Alors, toute l'équipe de Marc, toute l'équipe de la IPU, bravo à vous d'être ici aussi. Pourquoi parler de technologie? Selon plusieurs recherches, je dirais anglo-saxonnes, on dit qu'il y a 3 changements majeurs ou 3 tendances majeures en pédagogie universitaire. On parle de l'internationalisation, on parle de clientèle émergente, de gens qui n'allaient pas à l'université avant et qui y vont maintenant. On parle évidemment de technologie et quelque chose qui me fait bien plaisir et qui devrait vous faire plaisir si vous venez à la IPU. On parle de plus en plus de recherche dans le domaine de la pédagogie universitaire. Alors, félicitations à vous toutes et à vous tous pour ces recherches auxquelles vous contribuez. Alors, mon objectif, à travers ces tendances passées, c'est de vous fournir un aperçu critique. Vous allez voir, je ne suis pas nécessairement pour toutes les technologies, éclairé par la recherche, éclairé par l'expérience, en vue peut-être de trouver un juste équilibre et un équilibre qui allie à la fois rigueur, résultat de recherche, entre guillemets, qui allie enthousiasme et pertinence. En lien tout ça avec la mission des universités et pour reprendre une citation d'un pavillon qui n'est pas très loin d'ici, d'une haute école, je vous dirais qu'il faut conserver par la sagesse ce que nous avons acquis par l'enthousiasme. Rapidement, je vous dirais que ça fait très longtemps et probablement plus longtemps que beaucoup d'entre vous que j'utilise des technologies pour mon enseignement. En quelques minutes, je vais vous dire que j'étais un témoin privilégié de succès, mais aussi de plusieurs défis, de succès dans mon enseignement, mais aussi de succès au niveau de la recherche. J'utilise des technologies dans mon enseignement, vous savez, depuis 1984. 1984, un premier ordinateur qui à l'époque coûtait 5 500 $ canadiens, l'équivalent peut-être actuellement, on ne parlera pas du taux de l'euro qui nous tue les Canadiens actuellement, mais 5 500 $, c'était l'équivalent d'une voiture à l'époque, en 1984. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ça? On pouvait préparer ses cours, comme on le dit, et on les mettait sur transparent, qu'on mettait dans une photocopieuse. Il fallait prendre des transparents spéciaux, sans quoi on brûlait la photocopieuse, ce qui m'est arrivé à quelques reprises. On se sauvait dans ce temps-là rapidement pour ne pas dire que c'était nous qui les avions mis. Donc, on préparait des documents. Il n'y avait pas Word à l'époque, il y avait Right Now, écrit maintenant, ça voulait dire. Mais ça a commencé comme ça. Ça fait longtemps quand même, ça fait 30 ans déjà. J'ai eu la chance d'avoir des écrans à cristaux liquides qu'on mettait sur des rétroprojecteurs. Et mes enfants ont toujours du mal à me croire quand je leur dis ça. Il n'y avait pas d'ordinateur portable à l'époque, vous savez. Il fallait apporter sa tour. Alors, on arrivait pour enseigner avec son écran à cristaux liquides, sa tour, son rétroprojecteur, quelques livres pour avoir l'air aussi sérieux. On enseigne à l'université aussi. Et rapidement, j'avais un doyen à l'université McGill à l'époque qui était très visionnaire, je dirais. Je l'ai convaincu d'acheter un projecteur électronique. C'était en bois en partie à l'époque. C'est dur à imaginer, hein. C'est arrivé dans une salle, c'était grand comme une voiture. Je tiens à remercier l'équipe technique ici à l'Université de Mons. Ça fait 2 fois que je viens présenter. Et vous savez, en pédagogie universitaire, avec les technologies, je fais une parenthèse là-dessus, mais je tiens à le dire quand même pour toute l'équipe en haut. Souvent, avec les technologies, puis je veux parler de mon université à moi aussi,
j'ai l'impression que les professeurs doivent être au service des techniciens. Ils nous obligent à rentrer dans un carcan, à faire ci, comme ça. Ici, ils nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Moi, je me dis, waouh, quelle question quand même intéressante. Quand on veut utiliser les technologies, ils sont dans une relation d'aide et moi, je trouve ça exceptionnel. Dans d'autres endroits, j'ai l'impression qu'il faut se plier aux exigences qui ne sont pas toujours pédagogiques de l'équipe technique. Et je me demande pourquoi ce ne serait pas à vous, les professeurs, de décider. Mais bon, donc, je reviens à mon exemple. On a ce projecteur qui arrive, qui est grand comme une petite voiture européenne. Nos techniciens à l'époque nous disent « Moi, j'y touche pas, c'est beaucoup trop gros, on est syndiqué. » On fait venir une grue, on fait visser ça au plafond. 100 000 $ plus tard, mon doyen dit « Écoutez, on a dépensé tellement, on va faire un 5 à 7, une espèce de vin et fromage, pas dans le cours, pour inviter tout le monde pour voir ce premier PowerPoint qui est présenté. » On est une étudiante qui vient voir le doyen à la pause. Elle est vraiment enseignante. Je l'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps. Elle est devenue enseignante par la suite. Elle est allée voir le doyen. Elle dit « C'est bien beau, mais je ne peux pas écrire. Il fait tout noir dans la salle. » Le doyen, il est parti avec elle. Elle a arrêté 6 mois. Mais elle avait raison quand même. Vous savez, les technologies, ce n'est pas vrai que c'est tout rose. Il y en a plein qui nous font croire que les technologies, c'est parfait, c'est la panacée. Moi-même, si je parle beaucoup de technologie, je suis souvent le premier à dire que il faut y aller de façon réfléchie, de façon intelligente, de façon prudente. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages majeurs. Pour ceux qui sont un peu technophobes, je leur dis ça, mais ceux qui sont trop techno-enthousiastes aussi, je vous dis des fois, on oublie un peu la mission de l'université. Donc, rapidement, j'ai fait plusieurs expériences avec les technologies. J'ai fait de 90 à 91 des formations à distance avec le Grand Nord. Le Grand Nord au Canada, on parle d'Arviat. Alors même ceux qui sont du Canada, ils ne savent pas c'est où Arviat. Arviat, c'est 2500 km au nord-ouest de Montréal. C'est loin. On n'est pas loin du pôle Nord. On a des enseignants qui travaillent là-bas. J'étais responsable des programmes de formation à distance. J'ai fait des programmes de formation à distance avec le Sud. J'ai eu la chance d'aller en Afrique dans plusieurs pays, des programmes financés par l'UNESCO, par l'AUF. Donc, j'ai fait beaucoup de formation à distance avec les technologies. On a eu la chance de faire le premier doctorat à distance avec l'AUF en 2007. Une petite cohorte de 20 doctorants, mais on a eu quand même 18 diplômés sur 20. C'était plus que notre moyenne qu'on a à l'Université de Montréal. D'ailleurs, demain, il y a un prix qui sera remis par l'AUF, et c'était un des doctorants de cette cohorte qui a eu. J'ai eu plusieurs succès qui aident à persévérer, plusieurs défis qui me permettent de rester critique. Parallèlement à mes expériences en l'an 84, depuis que j'ai mon premier ordinateur, il est encore à mon bureau. Si un jour vous venez à l'Université de Montréal, dans notre pavillon, c'est un ancien couvent, ça me fera plaisir de vous le montrer. Il est là, poussiéreux, mais je le garde toujours en souvenir. J'ai fait aussi plusieurs études sur les technologies en pédagogie universitaire. Je me suis intéressé aux usages, aux avantages et aux défis. Avec mon collègue Bruno, qui est dans la salle quelque part ici, on a fait une étude auprès de plus de 30 000 étudiants des cégeps. 30 000 étudiants des cégeps, on voulait savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche ne marche pas. Comment se fait-il qu'au Québec, où est-ce les gens pensent qu'on est si moderne, les étudiants n'apportent pas leur ordinateur portable dans les cégeps. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de Wi-Fi ouvert pour les étudiants. On s'était rendu compte que dans plusieurs cours, par exemple, c'était interdit les technologies, alors que dans les écoles secondaires, on ne parle que de technologie. On a fait d'autres études avec d'autres collègues, d'autres collaborateurs auprès d'étudiants universitaires. J'ai fait beaucoup d'observations de classe aussi. Ça, j'aime bien les observations de classe, ça me permet d'être assis derrière et de regarder qu'est-ce qui se passe. Et je vais vous montrer quelques photos tout à l'heure de ces observations. Ces études, ça m'aide à comprendre à la fois les défis qui accompagnent les technologies en pédagogie universitaire et ça permet, pas juste de critiquer, c'est facile des fois, mais de trouver des stratégies, de trouver des solutions pour que ça se passe mieux. Donc même si je vous invite à une approche plutôt critique et réfléchie, je suis quand même un fidèle défenseur des technologies, mais de façon réfléchie. Les technologies, c'est extrêmement important en pédagogie universitaire. C'est difficile de s'imaginer qu'il y a 15 ans, par exemple, Google n'existait pas. Et si je vous demandais, vous savez, des fois on dit les étudiants universitaires, ils posent peu de questions. Bien, Google, c'est 6 milliards de recherches par jour. Je suis à l'AIPU, je suis avec des chercheurs, je monte des preuves empiriques à l'occasion, capture d'écran à l'appui. Alors en décembre, on parlait de 5 922 000 recherches par jour. On est plus ou moins actuellement à 6 milliards de recherches par jour. À qui est-ce qu'on posait toutes ces questions-là avant, hein? C'est beaucoup quand même. Il y a d'autres choses aussi, vous savez, on parle de réseaux sociaux. On parle de réseaux sociaux à l'université. Des réseaux sociaux, il y en a qui se disent, mais pourquoi ils parlent de réseaux sociaux à l'université? Moi, je vous invite, et je vais vous le montrer tout à l'heure, photo à l'appui, je vous invite à aller voir ces classes où est-ce que vous voyez tous ces étudiants avec leurs ordinateurs comme vous. Qu'est-ce qu'ils font à l'ordinateur? Ben, vous seriez surpris.
ou peut-être traumatisés. Donc, 1,2 milliard d'utilisateurs de Facebook. Mais vous savez, et là, peut-être que les chiffres vont changer, il existe un Facebook pour les professeurs d'université qui s'appelle Academia. Le propriétaire, c'est Google, mais c'est bien, ça assure une bonne diffusion. Et pour faire bref, Academia, il y a 10 millions d'usagers déjà. Même pas 1% de francophones. Même pas 1%. Les francophones sont la 7e langue sur Academia. Ouf, c'est beaucoup en bas de Wikipédia. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça donne comme avantage? Ben, c'est une espèce de page Facebook, mais pour les académiques, qu'ils appellent en américain, donc pour les professeurs d'université. Ce qui est intéressant, comme ça appartient à Google, c'est que vos publications sont mises là automatiquement par Google. Dès que c'est sur Internet, Google les indexe avec votre nom, vous les fait approuver, il vous donne des rapports, quelles sont les publications qui ont été vues le plus souvent. On peut avoir des collègues, ce n'est pas des amis qu'ils appellent, c'est des collègues sur Academia. On vous donne des rapports sur vos publications, lesquelles ont été le plus vues, le plus téléchargées, tout ça tout à fait gratuitement. Et si vous êtes même curieux un soir de déprime, vous voulez savoir s'il y a des gens qui vous ont cherché sur Internet, on vous donne les rapports aussi. Hein. On vous dit qu'il y a quelqu'un des États-Unis qui vous a cherché, de Suisse, de France, du Canada ou peu importe. Donc tout ça gratuitement, tout ce que vous avez, c'est à vous inscrire. Et moi, je me dis, c'est une tendance. Nous, ici, du côté francophone, on y est peu. Je vous parle d'autres tendances qui ont marqué ou qui marquent les technologies en pédagogie universitaire. YouTube, qui est interdit dans beaucoup d'universités encore, où est-ce qu'on retrouve 80 milliards de visites par jour, et des universités, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Harvard, par exemple, qui obligent leurs profs à présenter recherche, plan de cours sur YouTube. Et d'autres technologies, encore une fois, qui ont marqué, je pense, l'enseignement universitaire. Peut-être au niveau du plagiat, vous direz Daniel Peraya, qui a travaillé sur un comité à l'Université de Genève, mais quand même, Wikipédia, c'est 70 milliards de recherches par mois. Et quand on fait des enquêtes en pédagogie universitaire, on se retrouve toujours aux prises avec des formateurs universitaires qui disent à leurs étudiants, pas vous, les autres, ceux qui ne viennent pas au congrès ici, hein, qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à ce qu'on trouve sur Internet. Ben, ils ont raison, parce que sur Internet, on trouve des choses auxquelles on ne peut pas toujours faire confiance, c'est la vérité. Mais en même temps, vous savez, Wikipédia, ils ont publié une étude sur Wikipédia en 2005 et en 2010 dans une revue qui s'appelle Nature. Nature, quand vous êtes publié dans ça, en général, on ne participe plus à la IPU, on va ailleurs. Mais vous savez, Nature, ils ont demandé à 42 prix Nobel en 2005 de comparer Britannica, une grande encyclopédie britannique, avec Wikipédia. 2005, c'était match nul. 2010, Wikipédia, selon des prix Nobel, c'était plus vrai son contenu que l'encyclopédie papier. Alors, quand on dit à ces étudiants que ce n'est pas vrai ce qu'il y a sur Internet, il faut être prudent. Ça veut dire sur Internet, il faut faire preuve il faut réfléchir, il faut faire preuve de sens critique, mais ce n'est pas vrai que c'est faux ce qu'il y a sur Internet. Selon des prix Nobel, c'est plus vrai que ce qu'il y a écrit sur papier dans les meilleures revues, pour différentes raisons. Certaines tendances passées, et je parle juste de certaines tendances passées, parce qu'il y en avait tellement, j'ai commencé à regarder diverses publications, Georges-Louis Baron, l'histoire des technologies. Alors là, je me suis perdu pendant plusieurs semaines à rechercher. J'ai dit, bon, il faut que je fasse une synthèse. Qu'est-ce qui a marqué de façon majeure les profs d'université quand on enseigne? Bien, la taille des machines vous a marqué vous, mais marque aussi vos étudiants. Combien d'étudiants apportaient leur ordinateur de bureau comme ça dans vos cours? Personne. Et ces ordinateurs beiges-là, on en voit encore dans ma faculté, probablement dans vos pavillons ici à l'Université de Mons. C'est les ordinateurs avec lesquels on travaille un peu partout dans le monde. On a travaillé pendant longtemps. Ensuite de ça, il y a eu des ordinateurs portables, mon premier. Et ensuite de ça, maintenant, les ordinateurs portables, de plus en plus petits, de plus en plus discrets. Discrets, petits, on les apporte maintenant dans vos salles de cours. Ça fait une différence. Un autre impact majeur, je vous dirais, des technologies en pédagogie universitaire, c'est PowerPoint. PowerPoint, là, ça fait même partie du vocabulaire dans le dictionnaire Webster maintenant. C'est devenu un mot courant. Hein? PowerPoint, moi je me dis, ça a été une idée de génie quand même de Bill Gates à l'époque. Vous savez, PowerPoint, dans son histoire, ce n'était pas Microsoft au début, ça s'appelait Presenter en 1984. Ça a été fait pour Macintosh. On n'en a pas vraiment vu l'utilité. Et Microsoft l'a acheté pour 14 millions en 1987. 14 millions, et on a changé le nom, on appelait ça PowerPoint. Et PowerPoint, c'est devenu, qu'on aille partout dans le monde, qu'on soit au Ghana, comme sur la photo ici, ou qu'on soit ailleurs, on retrouve des présentations PowerPoint. Moi, j'ai même du mal, dans certains endroits, quand je veux faire une présentation, moi, je prends Keynote, par esprit d'opposition, on me dit « Ah, c'est pas compatible ». Je dis « Mais il faut la liberté académique ». Mais donc, PowerPoint est devenu la norme pour tout. Qu'est-ce qu'en disent les recherches? Écoutez, en 2001, on a des études en pédagogie universitaire
Université de Montréal, 20% des formateurs à l'université utilisaient PowerPoint. 1 sur 5. Utilisaient à l'occasion, pas nécessairement régulièrement. 2008, on est à 80% ou presque. 2012, à 97%. Et c'est ce que montrent les recherches ailleurs dans le monde aussi. On parle de 50 millions de présentations. C'est devenu un peu la mode pour enseigner. On parle d'enseignement actif, ouvert, etc. Et on vise les enseignants avec un PowerPoint comme ça au tableau. Et quand on regarde les recherches sur ça, moi je vous invite, si ça vous intéresse, il y a plusieurs recherches. Il y a une méta-analyse très intéressante dans une revue qui s'appelle Computers and Education, qui montre, attachez-vous, que finalement, les étudiants ils vont apprendre plus sans PowerPoint aussi. Mais en bout de ligne, le résultat, c'est qu'il n'y a aucun impact ni significatif, ni négatif, ni positif. Ce qu'il dit, c'est que le plus important, c'est ce que le prof fait avec. Alors moi, je me dis, vous êtes au congrès de la IPU, vous avez parfaitement raison d'être ici. Le plus important, ce n'est pas le logiciel, c'est ce que le prof fait avec. Mais PowerPoint, ça a quand même marqué l'enseignement universitaire. 50 millions de présentations chaque jour, même si les recherches, et c'est relativement récent quand même, montrent qu'il y a très peu d'impact. Il y a eu d'autres variantes de PowerPoint. J'ai parlé de Keynote sur Macintosh. Il y a aussi Prezi. Si vous ne connaissez pas Prezi, et ceux qui sont très techno, ils ne m'aimeront pas, Prezi, c'est comme Google Earth, mais c'est des PowerPoint. On se promène comme ça, on navigue. Et des fois, j'ai l'impression de devoir prendre presque certaines pilules contre le mal de mer avant de voir la présentation de certains de mes étudiants. Mais on a vraiment, c'est-à-dire on a une espèce de carte dans laquelle on peut naviguer dedans. C'est très joli, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir derrière à qu'est-ce qu'on veut faire à son audience. Si c'est pour leur faire avoir le vertige, bon, c'est une chose, mais bon. Donc, Prezi, Keynote, PowerPoint, 3 outils majeurs. Quelque chose d'autre qui a marqué l'enseignement universitaire, c'est la communication, je vous dirais. Internet d'abord. Internet, 45 ans déjà. 45 ans, Internet. 45 ans, ce n'était pas tout le monde au début. On avait ARPANET, on avait un réseau qui reliait d'abord UCLA à Stanford. On a eu ensuite de ça le web, avec Mosaic, ceux qui se rappellent les premiers navigateurs. On avait Netscape, que j'ai utilisé pendant longtemps, qui a remplacé Mosaic après. On est parti de très peu d'usagers au début des années 90 à 2,8 milliards d'usagers. 2,8 milliards d'usagers d'Internet. C'est majeur pour la communication. C'est majeur parce qu'au niveau des défis en pédagogie universitaire, vous savez, il y a des universités américaines qui interdisent aux étudiants d'écrire par courriel à leurs professeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de courriels. Et puis, de toute façon, le courriel, c'est complexe aussi. Vous savez, si vous êtes professeur à l'université, vous avez sûrement reçu un courriel de quelqu'un sur Terre qui dit « Tiens, j'ai une question sur votre… Si. » Alors, ils s'imaginent que parce que vous êtes accessible par courriel, vous êtes là, disponible pour répondre à leurs questions. Il y a eu, au fil des ans, une fusion des outils. Avant, on parlait beaucoup de synchrone versus asynchrone. Moi, je me rappelle, au milieu des années 90, je montrais à mes étudiants ICQ. En anglais, ça veut dire « je te cherche », pour savoir qui était en ligne en même temps que soi à l'ordinateur. Ensuite de ça, il y a eu MSN. Bon, certaines universités considéraient MSN comme un fléau, ils l'ont interdit à une époque où finalement plus personne ne l'utilisait. C'était sur Facebook, les gens, pour communiquer maintenant. Mais maintenant, il y a une convergence des médias et des outils. Un outil, un média va permettre de vous regarder Google, vous regarder Skype, de s'écrire, de parler par vidéo, de s'échanger des fichiers, de tout faire en même temps. Il y a une convergence maintenant. Cette dichotomie qu'on avait, synchrone, asynchrone, etc., n'existe presque plus maintenant. Bref, portrait des technologies passées. Je vous parle de tendances actuelles et futures. Pour certains, ces tendances seront nouvelles. Pour d'autres, ce sera des choses qu'ils connaissent au quotidien. Des tendances, je vous dirais, que l'on ne peut ignorer selon moi. Je vais vous parler notamment, je vais faire une parenthèse spéciale sur les MOOC, mais je vais vous parler de ludification, d'apprentissage adapté à l'ordinateur. Vous allez voir des choses nouvelles qui sont absolument, selon moi, phénoménales. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que la salle de classe, elle est polymorphe. Au primaire, au secondaire, on apprend à conjuguer avoir et être. À l'université, maintenant, il faut apprendre à conjuguer technologie et présence. On n'a pas le choix. Il faut apprendre à conjuguer aussi présence et distance. La salle de classe à l'université, c'est plus 3 heures par semaine. La salle de classe, c'est plus complexe que ça. Il y a des étudiants qui peuvent être en contact avec d'autres, en contact avec vous, en tout temps. Donc, il faut conjuguer présence et technologie.
Tu sais, il y a des étudiants en classe présents, mais qui sont réellement absents, parce que ce qu'ils font à l'ordinateur, c'est autre chose. Et il faut apprendre à conjuguer cette idée de présence et de distance qui est compliquée, et en même temps, distance et technologie aussi. Et tout ça, pour vous, ça vient se rajouter à votre tâche. Il y a une variété de types de formations à distance qui ont vu le jour. On parle de formation ouverte et à distance. Bon, la première, je vais en faire une parenthèse spéciale, les MOOC, parce que c'est une tendance majeure, je dirais majeure. Il y a de toutes sortes de choses maintenant là-dedans. Il y a des MOOC où le présentiel est obligatoire. Moi, j'ai dit, mais ils n'ont rien compris, mais ce n'est pas grave. On en reparlera tout à l'heure. Il y a des formations à distance, il y a ce qu'on appelle le blended learning ou les formations hybrides où il y a un petit peu de distance et un petit peu de présentiel. Il y a des webinaires, il y a du mobile learning, il y a plusieurs choses. Il y a des applications, ça s'appelle Remind 101, rappelez-moi 101, des applications qui ont en quelques mois gagné 10 millions d'usagers. Pourquoi? Des applications qui permettent de communiquer, c'est aux États-Unis, vous allez dire, mais je suis convaincu que ça reviendra vite ici. Des applications qui permettent de communiquer avec ses étudiants par texto. Ils n'ont pas votre texto, vous n'avez pas le leur. Ils s'inscrivent sur une plateforme de communication. On s'est rendu compte que les étudiants, des fois, ils allaient dans les sites officiels des universités, un peu par la contrainte des fois. Pas tous, mais certains. Et cette application leur permet de choisir où est-ce qu'ils veulent recevoir les messages envoyés par le prof, par exemple. Veux-tu les recevoir par texto ou veux-tu les recevoir dans ton courriel officiel de l'université? Eh bien, tristement pour les universités, les étudiants choisissent en majorité de recevoir ça par texto et ça les ennuie en même temps d'avoir des alarmes sur eux parce qu'ils ont leur téléphone en tout temps, mais dans un autre sens, ça les amène à participer. Je ne vous dis pas, mais je vous dis mon juste, c'est des tendances finalement qui sont liées au mobile learning où est-ce qu'on veut rejoindre les étudiants en tout temps. D'autres tendances à l'université, actuelle et future, les outils. L'ordinateur de bureau n'est plus. Vous savez, c'est une grande tendance, les tablettes tactiles. Les tablettes tactiles, dans les écoles primaires et secondaires aux États-Unis, il y en a plus de 6 millions. Il y a la Turquie qui a fait une annonce récemment, probablement avec les fonds de l'Union européenne, ce ne sera pas les nôtres au Canada, on est content. 12 millions d'iPads pour tous leurs élèves. Et il y a d'autres initiatives comme ça. Pourquoi cette sorte de tablette? Il y a plusieurs raisons. Mais il y a une chose certaine, c'est que les problèmes techniques sont absents de cet environnement. Alors, c'est une des raisons qui fait en sorte que c'est très utilisé parce que quand on est enseignant, en plus de notre tâche, on a des problèmes techniques à régler, c'est complexe. Les tablettes tactiles, certains vont dire « oui, mais l'ordinateur, c'est mieux ». Moi, écoutez, personnellement, je suis d'accord. Faire une présentation sur tablette tactile, pour moi, c'est ouf, c'est compliqué. Je le fais pour faire plaisir ou sous la contrainte. Mais en 2013, dans le monde, les ventes de tablettes tactiles ont dépassé les ventes d'ordinateurs. Toutes tablettes confondues, largement. Et les ordinateurs de bureau, je ne vous dis pas. La nouvelle tendance à l'université, quand je parle des outils, ce n'est pas nécessairement la tablette, c'est une tendance où chaque étudiant aura son propre équipement de son choix. On redonne le choix à l'étudiant. C'est une mode en anglais qu'ils appellent BYOD, Bring Your Own Device, apporte l'appareil que tu le souhaites. Et les applications modernes, les applications nouvelles en salle de classe, permettent cette compatibilité inter-appareil. Qu'on utilise un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur, les nouvelles applications qui sont particulièrement intéressantes sont compatibles avec tout ça. Alors qu'avant, on était dans un modèle où on était compatible avec certains types d'ordinateurs, sous certains systèmes, etc. Maintenant, avec le BYOD, comme on l'appelle, tout est compatible avec tout. Et ça, c'est une tendance très intéressante et une tendance économique et qui donne le choix aussi à l'apprenant d'utiliser l'outil qu'il veut. Le nombre d'appareils mobiles va continuer d'augmenter. Il y a certains pays, j'étais récemment en Asie, et j'étais sidéré de voir que dans des lycées, le règlement, c'était maximum de 3 appareils par élève. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec 3? Maximum. Moi, à l'hôtel hier, quand j'ai voulu brancher mon iPad avec mon ordinateur, ils m'ont dit, vous avez dépassé le nombre de codes. Mais bon. Les réseaux sociaux vont continuer aussi à croître. Ce n'est pas là pour arrêter. Le cloud deviendra la norme. Bon, il y a quelques études qui ont parlé que d'ici 2 ans, les disques durs externes, ce sera mort. Le data analytics, avoir des données en temps réel sur ces étudiants, ça c'est très très fort, notamment chez les Américains, mais je trouve ça particulièrement intéressant de savoir, d'avoir en un clin d'œil, où sont mes étudiants, qui a fait le quiz, quelles notes ils ont eues, où est-ce qu'ils sont les problèmes particuliers, tout ça dans un tableau en quelques secondes.
Vous tous et vous toutes, on a tous des problèmes de temps. Enseigner, c'est chronophage. Faire de la recherche en plus aussi. Le data analytics, ça nous donne en quelques secondes un profil de nos cours, de nos étudiants et de plein d'autres choses. Il y a l'idée aussi du big data qui est très présent en éducation. Big data, c'est quoi? C'est finalement à partir d'une grande quantité de données, avoir des informations, pouvoir faire des analyses, faire des modèles. Et ça, c'est réellement intéressant et c'est une tendance actuelle et, je vous dirais, future aussi. Un autre des défis qu'on rencontre, et ça c'est pour les universités en général, être vendeur de savoir, comme le sont parfois les universités, c'est un défi de chaque instant. Pourquoi viendraient-ils à votre université alors qu'en ligne, gratuitement, ils peuvent suivre un cours, un MOOC avec un prix Nobel? Qu'est-ce qui les amènera ici? Pourquoi leur parler de quelque chose en classe quand ils peuvent tout avoir sur Wikipédia? Et c'est un défi de chaque instant quand même. Dans une société de l'information, c'est complexe. D'autres défis pour les universités, étendre l'accès à l'information. Les formations vers le sud, vers l'Afrique, vers d'autres pays émergents. Une tendance majeure dont je reparlerai plus tard au niveau des MOOC, la ludification, la gamification. Il y a des jeux en enseignement universitaire, en vérité ce ne sont pas des jeux, ce sont des applications pour apprendre. Pour comprendre les virus, c'est un jeu. Alors on a son microbe qui se développe et on voit les virus, comment ils se propagent et tout. Et nous, ce qu'on a pu voir dans des salles de classe, les étudiants nous parlent de jouer. En vérité, ils apprennent. Et ceux qui ont inventé ça, finalement, ils ont fait le pont entre les jeux vidéo si populaires et la salle de classe. Mais vous allez voir tout à l'heure, je vous montre capture d'écran à l'appui. Quelque chose de majeur, c'est l'adaptive learning, l'apprentissage adapté. J'en reparlerai aussi. L'idée, et je caricature à peine, des nouveaux livres, et ce n'est pas seulement aux États-Unis, il y a Pearson en France qui adopte ça aussi. On a un livre qu'on achète, un livre en ligne, un livre de 800 pages. Anatomie, physiologie, c'est l'exemple que je vous présente tout à l'heure. 800 pages, on fait un pré-test. Si on est un peu nul, on vous dit, écoutez, vous êtes un peu nul, mais on vous le dit gentiment. Et on vous dit, 800 pages, on vous en donne 300 de plus gratuitement parce que vous êtes un petit peu nul. Si vous êtes bon, on vous en enlève 400. Votre livre électronique que vous venez d'acheter, de 800, il passe à 400 pages. C'est gratuit. Mais vous savez, pourquoi on fait ça? On adapte finalement votre parcours à ce que vous savez, à ce pré-test-là. Et c'est tout à fait une nouvelle tendance et c'est assez intéressant. Enseigner autrement, il y a des choses qu'on peut faire maintenant en enseignement universitaire qu'il n'était pas possible de faire avant. Vous savez, il y a des applications qui permettent, par exemple, sans se casser la tête, si je prends ici mon iPad, par exemple, sans fil, je vais brancher mon iPad à mon ordinateur et en quelques secondes, on peut voir finalement le contenu de ma tablette ici comme ça. Sans fil, sans rien. Donc, il y a des applications qui permettent, vous êtes en salle de classe, on veut rendre ça plus dynamique, des applications multiplateformes qui permettent de dire un tel, est-ce que tu peux nous montrer ce que tu as fait, ce que tu as travaillé? Plus besoin d'aller prendre un fil, trouver l'adaptateur, le codec, pouf, comme ça, automatiquement, on peut voir ce qu'on fait là-dessus. Et ça, moi, je pense que ce sont des choses réellement intéressantes. Des applications qui permettent comme ça de tout voir en quelques secondes. Peu importe l'outil qu'on utilise. Il faut trouver aussi des stratégies efficaces et non chronophages pour s'informer. Aux États-Unis, j'étais surpris de voir plusieurs enquêtes où finalement Twitter, qui n'est pas nécessairement utilisé par les professeurs d'université d'un certain âge, qui devient la première source d'information. Maintenant, Twitter, il faut comprendre, c'est 140 caractères qu'on reçoit, mais 140 caractères, quand c'est ciblé dans un domaine d'intérêt, c'est relativement court à lire et c'est relativement intéressant pour des gens occupés. Et donc, Twitter est devenu une des principales sources d'information ou d'auto-formation dans beaucoup de domaines. Nouvelle tendance, les MOOC, mais on pourra peut-être éventuellement parler de l'essoufflement des MOOC aussi. Il y a les e-books aussi, où c'est majeur la tendance en pédagogie universitaire. Le livre électronique, de plus en plus présent. Et de plus en plus présent, mais je vous dirais, de plus en plus amélioré aussi. Il y a des applications, et là je vais parler de Pearson France, qui sont
phénoménales. D'abord, dans le livre électronique, on tente réellement de reproduire le livre papier. On te met l'ombre de la page derrière, même si tu ne pourras pas la voir, quand tu tournes les pages de ton livre. Quand tu ouvres un livre, on te met toujours la page où est-ce que tu étais rendu. Plus besoin de signer, c'est mis automatiquement. Le contenant est presque devenu un élément. Et dans certains livres, ça c'est chez certains éditeurs français, on te propose le livre, on te propose une panoplie d'outils associés à ton livre électronique. Et quand tu es professeur, on te fournit même le PowerPoint pour que tu puisses enseigner ton livre là. Tu as toutes les présentations PowerPoint, donc tu as la version du prof avec tous les PowerPoint fournis au complet, si tu veux enseigner ton livre électronique de façon avec PowerPoint. La réalité augmentée, c'est une nouvelle tendance aussi. C'est quoi la réalité augmentée? Pour faire simple, on voit une page, on voit une image, et par-dessus cette image, on superpose les informations. On superpose les informations. Les Google Glass, c'est un peu ça l'idée. Ce n'est pas encore présent à l'université, mais il y a énormément, surtout en sciences, où la réalité augmentée est extrêmement présente, je dirais. Il y a beaucoup d'autres innovations comme ça en pédagogie universitaire ou beaucoup d'autres tendances. Quelque chose qui est majeur et en sciences de la santé beaucoup, l'automatisation de l'évaluation. J'ai un collègue qui, avec son équipe, travaille beaucoup sur des tests de concordance de script où est-ce qu'ils prennent des situations problèmes qu'ils donnent à des futurs médecins ou à des médecins en exercice et en fonction de ces situations, on leur propose une série de solutions où est-ce qu'il n'y a aucune bonne réponse. Et selon la réponse fournie, il y a un spécialiste qui vient et qui les pointe du doigt et dit « Ah, tu viens de tuer le patient. » Ah. Et donc, ce sont des situations problèmes où est-ce qu'on a des inconnus comme dans la vraie vie, comme dans la vraie pratique. Et tout ça se fait en ligne. Et donc, ils reçoivent ces cas problèmes une fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça dépend des formations. Mais c'est devenu extrêmement intéressant et ça donne un feedback aussi aux formateurs qui leur permet de savoir où sont les problèmes rencontrés. Dans certains endroits, on se rend compte qu'il y a des lacunes des fois chez les médecins formés. Alors, on rajoute un volet de la formation et on leur fait justement subir des quiz comme ça, des tests de concordance de script qui sont réellement intéressants parce qu'on est loin du QCM. On présente une situation problématique, on présente une variété de choix où il n'y a pas une bonne réponse, il y en a peut-être plusieurs, et on présente le point de vue des experts et on te dit pour cette réponse, tu as plus 2, c'est bien. Dans l'autre, tu as moins 2, tu l'as complètement tué ton patient. Un autre défi, je vous dirais, et j'espère que certains seront d'accord, c'est la motivation des apprenants. Ce n'est pas aussi facile. Comment motiver quelqu'un quand il apporte son outil en salle de classe et qu'il y a tellement d'autres distractions potentielles? Et je vous montre une photo ici, une photo que j'aime bien, une photo que j'ai prise dans mon pavillon en allant chercher un café un jour. Je passe devant un amphithéâtre et chaque fois, je vois des étudiants. Ils sont toujours sur Facebook, mais celui-là, il était particulièrement novateur. Je reviendrai sur son cas un peu plus tard à la fin. Il est novateur parce qu'au lieu d'être sur Facebook, j'ai vu l'écran jaune, j'ai dit, tiens, c'est quoi? On voit, il regardait le basket. Il arrive en salle de classe avec son iPad. Alors, ce n'est pas de la faute du iPad s'il regarde le basket, c'est de sa faute à lui. Mais il avait le journal et son téléphone en plus. J'ai dit quand même, quelle prédisposition favorable. Tendance actuelle et future, reconnaissance des efforts en pédagogie universitaire. À l'Université de Mons, on se rend compte que pour la promotion, c'est reconnu de façon égale. Dans d'autres universités, c'est une lutte de chaque instant encore. Et moi, je pense que c'est important, la IPU, justement pour ça, pour reconnaître les efforts en pédagogie universitaire. Et je trouve ça extrêmement important. Je vais vous parler des MOOC, et je vous dis tout de suite, il y en a qui ne m'aimeront pas après. J'étais en France récemment, il y avait un colloque sur les MOOC de la francophonie. Et il y a une phrase que quelqu'un a dite qui m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, ils n'ont rien compris. Mais je ne leur ai pas dit tout de suite, j'étais poli. J'ai dit, je vais le réserver pour plus tard. C'est la tendance en pédagogie universitaire. Si vous googlez MOOC, là, c'est vraiment majeur. On en parle partout dans les journaux, on dit que c'est la plus grande expérience en enseignement universitaire. Et on pourrait se demander sur le plan pédagogique, et certains l'ont fait, qu'est-ce que Socrate aurait pensé des MOOC? Les MOOC, c'est quoi? Ceux qui sont plus ou moins familiers,
Ce sont des cours à distance, dans lesquels se sont jetés littéralement comme la ruée vers l'or les principales universités américaines. On parle de l'acronyme, c'est Massive Open Online Courses. Ce sont des cours, dit-on, gratuits, mais vous allez voir, ils ne sont pas toujours gratuits nécessairement. Les MOOC, maintenant, c'est polymorphe, ça a plusieurs formes. Et c'est polysémique aussi. Au lieu de se soucier des taux de réussite qui sont très très faibles, on se soucie des noms. Alors on a appelé ça les CLOM, les cours libres, ouverts et massifs. Nos voisins français ont appelé ça les flots récemment aussi. Rien à voir avec la mer, les formations en ligne ouvertes à tous. Mais bon, au-delà de l'acronyme, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 220 pays. Certains cours, c'est 300 000 étudiants en même temps. Certains cours, 300 000 étudiants en même temps. Introduction à l'informatique, par exemple. Les MOOC, c'est quoi? C'est 29 millions d'étudiants. Et là, les statistiques varient de 15 à 17 à 29 à 42 millions. Difficile d'avoir de nombre exact, tellement c'est populaire. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est la plus grande université au monde. Vous êtes en pédagogie universitaire, je me dis, il faut faire une parenthèse sur les MOOC. C'est la plus grande université au monde, c'est quoi? C'est l'université des MOOC. Et dans la francophonie, c'est extrêmement présent. Depuis le 16 janvier, en France, où on parle français, on a lancé FUN, France Université Numérique, dans l'acronyme. Et il y avait 8 cours au début, il y en a 40 maintenant, il y en aura 72 dans 2 mois. Donc, des cours en ligne ouverts et gratuits. Qu'est-ce qui est nouveau dans les MOOC? Qu'est-ce qui est différent? C'est qu'on a une forme de reconnaissance officielle. Ce n'est pas juste des ressources en ligne. On obtient à la fin, on ne dit pas diplôme, on va prendre des synonymes, certificat, reconnaissance, etc. Une façon de reconnaître ton travail sans vraiment vérifier ton identité. Mais maintenant que c'est en train de changer. On nous dit que les gens apprennent en communiquant entre eux. Ça, c'est ce qu'on nous dit au début. Mais quand on regarde les recherches, et des recherches faites par notamment Harvard, vous savez, Harvard, ils ont eu près de 900 000 étudiants inscrits à leur MOOC. Et on parle d'Harvard avec MIT. 900 000, c'est beaucoup. Et eux-mêmes, Harvard, moi je trouve ça fabuleux parce qu'ils sont d'une transparence, c'est incroyable. Ils te donnent leurs chiffres, ils n'ont pas de honte. Ils disent, écoutez, on a eu 900 000 inscrits. Sur les 900 000 inscrits, tous les journaux, ils ont cité le 900 000 inscrits. Combien n'ont fait que s'inscrire? 300 000. Et les journaux n'ont parlé que du taux d'inscription. 300 000, combien ont accédé à des ressources passées la moitié du cours? Accéder, ça veut dire quoi? Ça veut dire cliquer dessus. Ça ne veut pas dire que tu as lu ou que tu as vu. Tu as cliqué dessus. 9% seulement ont cliqué sur des ressources, passé la moitié du cours, et là, on parle d'Harvard. Alors, pourquoi vos universités, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vos universités, vous auriez beaucoup plus que 9%? Il faut se poser la question. Je ne vous dis pas de pas aller de l'avant, mais dites-vous bien une chose. Harvard et MIT, avec leur réputation, leurs ressources, il y a 9% des étudiants qui ont cliqué sur des ressources passées la moitié du cours. 9%. Je ne vous parle même pas de leur taux de réussite. Dans les MOOC, ce qui est bien, c'est que les taux de réussite à l'examen final, c'est presque 100%. Ceux qui arrivent là, sauf s'ils tombent en bas de leur chaise pendant l'examen final, ils réussissent. On parle de taux de réussite de 99,7% quand tu es là à l'examen final. Donc le point 3, je ne sais pas ce qui est arrivé, l'ordinateur a des problèmes informatiques, paf, c'est fini. Mais bon. Par contre, une chose est certaine, ceux qui veulent nous faire croire que les étudiants apprennent parce qu'ils communiquent entre eux, écoutez, mais je vous l'ai dit, les MOOC, c'est polymorphe, c'est polysémique. Il y a plusieurs formules. Il y en a qui vont dire, oui, dans mon MOOC, ils communiquent entre eux. C'est tout à fait possible. Mais les recherches nous montrent, preuve à l'appui, que plus le temps passe, moins les étudiants participent. Et peu importe les recherches qu'on va aller chercher, c'est une constante. Comment on enseigne à des centaines de milliers d'étudiants? Vous êtes en pédagogie universitaire. Moi, je vais vous dire simplement, ce n'est pas simple. Il y en a qui sont bons, pas les profs, ceux qui font les MOOC, les profs derrière les MOOC. Introduction à l'informatique, un cours auprès de 300 000 étudiants. C'est celui de la capture d'écran que vous avez à l'écran. Vous avez un QCM, et quand tu réponds mal, il y a quelqu'un qui te parle, comme s'il était là derrière l'écran pour te dire « Ah, Thierry, tu as mal répondu ». Et là, je dis « Waouh, quel enseignement personnalisé !» Mais non, il ne faut pas se leurrer. Est-ce qu'on a le droit à une explication quand on se trompe? Est-ce qu'on a le droit de parler à un prof quand on a 300 000 inscrits dans un même cours? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une étude qui a été faite sur la pédagogie dans les MOOC auprès des 83 premiers MOOC aux États-Unis. Les professeurs responsables envoyaient en moyenne un courriel par semaine. Et certains disaient que ce n'était pas eux qui l'écrivaient. Donc la pédagogie des MOOC, c'est quoi? Envoyer un courriel par semaine, il faut y penser.
Là où je pense qu'on fait erreur, et je vous dis on fait erreur parce qu'il y a beaucoup d'universités francophones qui se lancent dans les MOOC. Et les MOOC, pour être gentil, c'est des vidéos où est-ce qu'on reprend l'enseignement magistral qu'on met en ligne. Et est-ce qu'on peut vraiment parler d'innovation pédagogique avec de longues et souvent ennuyantes vidéos en ligne? Et il y en a qui nous disent « Ah oui, c'est ouvert pour partout dans le monde, pour l'Afrique et tout ça. » Ben, moi, je vous dirais, il faut aller en Afrique pour comprendre que pour voir une vidéo de plus de 10 minutes, il faut se lever en pleine nuit pour aller au cybercafé. Impossible sinon. En Afrique, là, une vidéo de plus de 10 minutes, c'est complexe. Même à Dakar, où la connexion est meilleure qu'ailleurs. Et il y en a qui ne comprennent pas qu'est-ce que je veux dire évidemment. Alors, je vous montre un MOOC de Stanford. C'est gratuit. Et le MOOC, là, on voit le PowerPoint comme ça. Et là, je vais vous présenter la vidéo et vous allez voir ici. How did the field of human-computer interaction get started? On voit le prof, il nous parle. Là, il est sur grand écran. Imaginez-vous sur petit écran. Et il nous montre ses livres et il nous parle comme ça, 3 heures. Et quand j'étais en France, la semaine dernière, il y a 2 semaines, alors on parlait de la longueur des vidéos. Alors il y a quelqu'un qui répond, il faut bien faire court. J'ai dit, mais attendez, vous voulez innover? Moi, j'ai dit, il ne faut pas faire court, il faut faire court avec un T. Et surtout pas court avec un S comme ça. Donc, l'idée des MOOC, c'était innover en formation à distance. Mais innover en formation à distance, ce n'est pas de longues vidéos où est-ce qu'on reproduit, on parle à ses étudiants. Et les étudiants, ils nous voient comment? Ils nous voient dans le coin inférieur de la page, comme ça, ici. Écoutez, ce n'est pas ça l'innovation pédagogique. Donc, avec les vidéos, si vous retenez une chose aujourd'hui, faire court et pas faire court. L'adaptive learning, l'apprentissage adapté dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça, pour moi, ça a été une découverte majeure. L'usage des technologies pour adapter l'enseignement de façon interactive. Je fais mon pré-test. Bon, on s'entend, c'est un cours, j'ai pris plusieurs cours. J'ai pris un cours anatomie, physiologie. Je me suis dit, tiens, je vais voir qu'est-ce que je sais ou qu'est-ce que je ne sais pas. Ça n'était pas si mal. On m'a enlevé 150 pages de mon livre. Mais on me donnait l'option, si tu veux, tu peux les garder. On me fait une table de matière, on me dit, premier chapitre, 137 minutes, 101 minutes, 200. On me donne le temps approximatif que je vais devoir passer sur chaque section. On pousse ça plus loin encore, et là, j'ai dit, waouh! Et personnellement, je ne suis pas d'accord, mais je ne peux pas vous dire si c'est bon ou pas. Le livre est surligné automatiquement selon mes erreurs au pré-test. Vous savez, ceux qui prennent... En France, vous appelez ça quoi? Le stabilo en France. Au Québec, c'est le highlighter. Ben, il y en a qui surlignent. Ben là, le livre, il le fait pour vous. Votre livre s'auto-surligne selon votre pré-test. Au complet. J'étais sidéré. J'étais là, waouh! C'est-à-dire, là où j'étais un peu plus nul dans le pré-test, c'est plus surligné que là où je n'ai pas été nul. Et tout ce que je vous dis là, allez sur Pearson et tout ça, vous allez le voir dans les MOOC. Ils appellent ça la gamification ou l'adaptive learning. Il y a plusieurs façons de voir ça, c'est un croisement entre les deux. À un moment donné, je reçois une alarme sur mon téléphone. Ça me dit, tu n'as pas appris aujourd'hui. C'est mon livre qui m'écrit. J'ai dit, pardon? Alors là, tu vois, donc j'ai suivi plusieurs MOOC. Je suis allé voir dans les MOOC, je ne vous fais pas une longue histoire, mais l'été dernier, j'ai passé mon été, j'ai appris tellement de choses, pharmacie, programmation, intelligence artificielle, tous les domaines, j'ai voulu voir comment s'étaient fait les MOOC. Et ils ont des applications, par défaut, on t'écrit tous les jours quand tu ne veux pas aller dans ton MOOC. Alors là, on te dit, tu veux choisir tes préférences, tu peux les adapter. Alors là, je me suis gratté la tête, j'ai dit, bon, tous les 3 jours, ah non, c'est trop, une fois par semaine. Et une fois par semaine, le livre m'écrit, pouf, en me disant, si tu n'es pas allé, selon tes paramètres que toi-même tu décides. Mais c'est intéressant comme concept. Tu as le livre qui t'écrit tout seul, qui te dit, tu as appris, tu n'as pas appris. Quand je parle de gamification, imaginez, il faut comprendre le concept, et ça, c'est vraiment, ça va être une tendance majeure. Pearson Éducation en France l'a adapté maintenant aussi. On te pose une question genre QCM, mais là, c'est un peu comme le casino, puis moi, je n'avais pas lu toutes les directives. Il manquait de temps aussi. Et là, on te dit, es-tu vraiment certain de ta réponse? Je dis, pardon? Il me dit, es-tu vraiment certain? On te dit, est-ce que tu penses que c'est une réponse, une question facile? Possiblement ou pas du tout, j'aimerais bien la sauter, j'ai le droit à 2 jokers par question en tout. Mais plus tu dis c'est facile et plus tu te trompes, plus tu peux faire de points, mais plus tu peux en perdre aussi, un peu comme au casino. Donc, on te pose différents types de questions et chaque fois on te dit, est-ce que tu le sais,
tu penses savoir, tu n'es pas certain du tout. Là, j'avais passé mes jokers, je n'avais plus du tout la sauter. Et donc, plus tu le sais, plus tu risques de faire des points, mais plus quand tu dis que tu le sais et que tu te trompes, paf! Mais en même temps, derrière tout ça, il y a des théories de l'apprentissage. Quelqu'un qui pense savoir et qui en vérité il est complètement à côté, ben, c'est normal peut-être de lui enlever plus de points, etc. Donc on rajoute un volet, entre guillemets, qui t'oblige à doublement réfléchir, est-ce que tu es certain ou pas? Et puis là, à la fin, on n'est plus certain de rien, ou on est certain de tout. Et en plus de ça, on compare ton score avec d'autres. Mais ils sont gentils, on ne compare pas tout score avec les 10 000 personnes dans le MOOC, les 2 ou 3 devant et les 2 ou 3 derrière, tu sais, pour pas que tu te sens trop mal. On te dit, tu as le droit, vous savez, ces jeux français télévisés, tu as le droit à 2 indices aussi. Tu as le droit à 2 jokers, 2 indices. Alors là, tu as toutes ces règles du jeu, mais en vérité, tu es en train d'apprendre quand même anatomie, physiologie en bout de ligne, tu oublies ça. Hein? Et Coursera, un des fondateurs des MOOC, une des 3 entreprises majeures dans les MOOC positionnées, ce qu'ils ont réellement d'intéressant aussi, quand on regarde ça, ils ont 1000, 2000, 3000 questions des fois pour un MOOC. Et ce qu'ils ont trouvé comme stratégie pour améliorer leur propre MOOC, c'est quoi? Ils permettent aux étudiants de challenger les questions. Je ne suis pas d'accord avec eux. Et moi, une fois, je n'étais pas d'accord. Je leur ai écrit, mais ils ne m'ont jamais répondu. Mais en faisant ça, eux, ça leur fait un système qui leur permet d'améliorer leurs questions. Et donc, quand ils te comparent avec l'ensemble des apprenants, ça favorise la motivation. D'abord, au début, j'avais un score négatif. Hein. Quand on regarde les premières diapos, au début, je n'avais pas trop compris le jeu, entre guillemets. J'avais un score, bon, j'étais à moins 50 à un moment donné. Je me suis rendu compte que pour arriver à 0, il y avait juste 150 étudiants sur les 10 000 qui avaient des scores supérieurs à 0. Tous les autres, on était ensemble, on n'avait pas tout compris. Et donc, tranquillement, quand tu comprends ça, cette comparaison, c'est un point de vue motivationnel. Donc, tu as ton score qui augmente. Au début, je prenais mon vrai nom. Après ça, je me suis rendu compte que des étudiants qui me connaissaient, comme mon nom est un peu commun, ils disaient « Ah, vous êtes là, monsieur ?» Je dis « Ah, non. » Thierry 2, j'ai dit, ça y est, ça va être plus discret. Donc, j'ai travaillé fort et je me suis pris au jeu parce que tu as un temps limite avec un nombre maximal de questions. Donc, un temps limite, des fois, tu as 5 secondes. Essayez de googler pendant que tu as 5 secondes pour répondre. Là. Alors, même avec 2 ordinateurs, là, je n'ai pas réussi. Et donc, au fil du temps, comme ça, bon, quand je vous dis, je me suis pris l'été dernier, j'ai quand même, dans un, j'ai fini 2e. Mais là, j'étais vidé. Mon épouse, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais encore avec ton histoire de cellules et de machin? J'ai dit, c'est important, je veux arriver à la fin. Donc, plus l'apprenant est certain d'une réponse, plus est certain d'une réponse et il se trompe, plus son score baisse. Plus tu es certain et tu réponds correctement, plus ton score monte. Il y a une espèce d'algorithme derrière tout ça, rien de compliqué, mais c'est comme miser, c'est ce qu'on t'explique dans les règles. Donc, quand tu es certain, tu mises plus, tu gagnes plus et tu perds plus. Et celui qui mise rien du tout, à la fin, il a un tout petit score. Et celui qui mise beaucoup et qui a bien, il a un bon score, donc il est plus. Et à la fin, ce qui est très bien aussi, c'est qu'on te présente un bilan. Donc, tout est automatique. Tu as fini ton quiz, ta série. On te dit, quand tu es certain, 3 fois sur 4, tu l'as bien. Et quand tu n'es pas certain du tout, 1 fois sur 4, tu l'as mal. Ce qui est quand même normal. Avoir un score contraire, ce ne serait pas bien. Et donc, tout ça, ça crée un feedback automatique. On a pris des caractéristiques du jeu vidéo qui sont si populaires auprès des jeunes et on les a transposées dans des formes d'évaluation interactive en ligne qui sont présentes dans les MOOC. Donc, les MOOC, cet aspect de ludification, moi, je trouve ça honnêtement exceptionnel parce que les étudiants s'accrochent à ça. Évidemment, ça prend des concepteurs derrière tout ça. Mais l'idée des MOOC avec les vidéos, moi, je vous invite à une immense prudence parce que les vidéos très longues en ligne, etc., faites court avec un T, non pas court avec un S. Tout ça, toutes ces technologies, moi, je vous dis que ça pose des défis immenses en pédagogie universitaire quand même. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de défis. Et le premier défi que je remarque, on a fait quelques études. Écoutez, on a fait des études où est-ce qu'on informait les étudiants qu'on était présents en salle de classe. On filmait ce qu'eux faisaient à l'ordinateur de derrière, sans aucun scrupule. Tous étaient, non pas très attentifs. Qu'est-ce que vous pensiez qu'ils faisaient avec cette technologie mobile en classe? D'abord, la plupart vont texter en classe. Mais bon, ça, on ne regarde même plus ou presque. Mais là, on a des futurs enseignants à l'Université de Montréal en formation des maîtres. Qu'est-ce qu'ils font? L'air si sage derrière l'ordinateur. Ben voilà. Même quand on regarde des vidéos, qui en général devraient les intéresser, il y en a qui, en salle de classe, pendant qu'on regarde des vidéos, vont regarder une autre vidéo sur leur ordinateur.
Et ce que je vous montre ici, ceux qui sont de ma faculté, de mon pavillon, connaissent bien. On a une espèce d'amphithéâtre juste à côté du café étudiant où je vais 2 fois par jour, au moins, prendre un café. Et là, je prends des photos par la petite fenêtre avec mon téléphone. Et vous voyez tous les écrans ici, là? C'est rien de scientifique, mais on l'a fait aussi de façon officielle. Facebook, 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 partout. Et là, j'ai eu celui-ci. Et ça, c'était quand même mon idole. Idole de février 2014. Hein? Et lui, il regardait le basket en temps réel, avec son téléphone et son journal. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans plus en plus d'universités américaines et canadiennes aussi, qu'est-ce qui arrive? Dans les écoles primaires, secondaires, il y a de plus en plus d'ordinateurs, et dans de plus en plus d'universités américaines ou canadiennes, on va interdire les outils électroniques en salle de classe. Et encore une fois, capture d'écran à l'appui, l'Université d'Ottawa, par exemple, hein, ils ont voulu faire interdire les ordinateurs en salle de classe, sauf permission explicite du professeur. Interdit. Dans des cégeps, qui est pour nous entre le secondaire et l'université au Québec, et si vous regardez les règlements, j'ai regardé hier soir, ils n'ont toujours pas changé, un cégep du Québec, on demande carte d'identité, on dit que les produits explosifs sont interdits, article 8, bon, c'est un peu... On a eu un printemps érable difficile au Québec, mais ça n'a rien à voir, le règlement est plus vieux que ça. L'article 9, on nous dit matériel électronique, et l'article 10, les armes à feu. Alors, si on regarde bien, carte d'identité, explosifs, matériel informatique. Alors, les matériels informatiques, c'est entre les explosifs et les armes à feu. Et pour qu'on regarde bien, pour être certain que vous compreniez la chose, toute utilisation dans l'ordinateur portable, etc., est interdite. Sauf si le prof vous le permet explicitement. Pourquoi on est arrivé là? C'est parce que la gestion de classe, écoutez, c'est un défi majeur. Je vous raconte une anecdote. On a testé des applications éducatives pour voir auprès des élèves, notamment en milieu défavorisé, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. On a testé à différents niveaux à l'université, puis là on a testé chez les tout-petits, en 2e année du primaire, ils ont 7 ans, et on était 3 profs, 18 élèves. Hein. On leur faisait voter avec des bonhommes sourires comme ça sur les applications. Après 18 minutes, on avait perdu le contrôle de la classe. On était 3 adultes, 18 gamins. Moi j'aurais dit... J'ai enseigné au lycée dans une autre vie. J'ai dit, les amis, vous allez mettre vos mains derrière les oreilles quand je parle. Alors, ça marchait pour certains, mais regardez lui, là. Il a une main derrière la tête, une main sur la tablette. J'ai dit, ah! Alors, je vais le voir. Alors, il avait ses 2 doigts dans les airs comme ça, prêt à être sur la tablette encore. Hein. Tellement. Et donc, c'est un défi. Écoutez, à l'université, vous ne savez pas, ils jouent à des jeux, ils sont sur Facebook, ils ont plein de choses. Et des étudiants nous ont dit en entrevue, c'est difficile parfois, le défi pour eux, on parle d'étudiants universitaires, on ne parle pas du primaire et du secondaire, le défi pour eux entre écouter ce que le prof nous dit et la dernière nouvelle sur Facebook. Hein. Il dit, c'est un conflit pour moi. On parle d'étudiants universitaires. Pour vous, les profs, les technologies sont chronophages. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas chronophage, ça prend du temps. L'idée du courriel, où est-ce qu'on en reçoit tout le temps, et que des étudiants m'écrivent à 22h et le lendemain matin à 8h, « Monsieur, avez-vous reçu mon courriel d'hier? Avez-vous corrigé? Avez-vous si? » Des gens de partout dans le monde qui t'écrivent, « Oui, j'ai une question sur les technologies. » Ils me posent une question, moi, avec mon PowerPoint, j'ai un bug, ils m'écrivent à moi. Donc, ce n'est pas simple. Le courriel, c'est chronophage. C'est devenu... Et il n'y a pas juste le courriel. J'ai des collègues qui disent « Oui, est-ce que tu as téléchargé la dernière version de CID ?» Non. J'attends Noël, j'attends l'été. Être à jour, ce n'est pas simple. Des fois, je me demande comment il y en a qui font pour être à jour. Je les envie. J'ai des collègues au bureau, ils ont toujours l'air à jour dans les dernières installations. Moi, j'ai l'impression de ne jamais être à jour. Un dernier défi, et là, vous n'allez pas m'aimer, il y a des mythes à propos des technologies. J'ai beaucoup de collègues que je rencontre qui me disent « Ah, mes étudiants, ils sont tellement bons avec les technologies, mais pas moi. » Non. Moi, je vous dirais, vos étudiants, là, ils sont bons pour socialiser. Ils sont bons pour jouer. Mais apprendre avec les technologies, ce n'est pas vrai qu'ils sont bons. On a fait des études sur les compétences informationnelles, la recherche d'informations. Les experts de l'apprentissage, c'est vous encore. Et ça, je pense que c'est important de le savoir. Ce ne sont pas vos étudiants, ce sont vous. Il faut, écoutez, à l'université, on a fait une étude sur leur habileté à devenir plus critique quand ils cherchent de l'information en ligne avec un collaborateur qui s'appelle Gabriel.
En 4 ans d'université, ils n'ont absolument rien appris. Personne ne leur a montré comment être plus critique par rapport aux sources trouvées. Comment pensez-vous que c'est inné chez eux? Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils jouaient, ils arrivent à l'université, ils transposent ces habiletés de jeu dans les technologies. Les experts de l'apprentissage chez vous, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Pour conclure, moi je vous félicite de vous intéresser d'abord à la pédagogie universitaire. Je me dis que c'est un domaine merveilleux et c'est un domaine intéressant. Ce qu'il faut comprendre avec les technologies, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue la mission des universités, mission que le recteur avait citée ce matin, mission liée aussi à l'apprentissage. Et il faut comprendre, et plusieurs recherches l'ont montré, que ce ne sont pas les technologies qui ont un impact sur l'apprentissage, c'est les usages réfléchis que l'on en fait, que vous en faites, que vous amenez vos étudiants à faire. Les technologies ont un immense potentiel, mais c'est les usages qui sont importants. Il y a beaucoup de recherches, et c'est très récent. On parle, vous savez, avant on parlait de fracture numérique, c'était le nord, le sud. On voyait les pays du nord et l'Afrique, par exemple. Mais maintenant, on parle d'une deuxième fracture numérique à l'université. On parle de ces gens qui n'auront jamais appris à utiliser les technologies pour apprendre, alors que d'autres auront appris à utiliser les technologies pour apprendre. Donc une fracture numérique maintenant, c'est les usages. C'est le défi auquel vous faites face. Je vous remercie.